sur les... Je trouve très intéressant cette comparaison, effectivement, entre la période qui s'est ouverte avec les manifs pour tous et ce qui s'est passé dans la première partie du XIXe siècle. Quand on lit Drieux-La Rochelle, le livre Gilles, son roman, beau livre, par exemple, qui est par ailleurs un beau livre, et des avis contradictoires dans notre société sur la qualité du livre. Angelo Rinaldi est très... Je pense que le style de Drieux-La Rochelle est vraiment très mauvais, mais enfin bon. On voit que dans ce que décrit Drieux-La Rochelle, c'est une époque de confusion très forte entre qu'est-ce qui relève de la gauche et qu'est-ce qui relève de la droite. Et ça, c'est très présent chez lui, avec en permanence, on a l'impression que Drieux-La Rochelle, alors est-ce que ça concernait lui ou est-ce qu'il y avait d'autres forces, rêvait d'une sorte de fusion entre les forces qui se réclamaient de Mussolini et les forces marxistes. Et c'est quasiment dit comme tel dans le roman. Et ça va se poursuivre, ça, jusqu'à l'éclatement de la guerre civile espagnole, qui d'un seul coup rompt immédiatement toute illusion. Là, il y a deux camps dans la guerre civile espagnole, et il n'y a aucune... Enfin, c'est la guerre totale entre les deux camps. Et dans les événements de 1934, il y a aussi la présence du Parti communiste, je crois, ou des forces liées au Parti communiste qui manifestent. Donc j'ai l'impression qu'on est dans une période où la force de gauche, force de droite, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de confusion à l'époque, qui n'existe peut-être plus aujourd'hui tel quel. Enfin, en tous les cas, il y a un mélange des forces qui est très spécifique, j'ai l'impression. J'aimerais savoir ce qu'il en est. Oui, d'accord. Ça va dans le même sens. On va passer, on va faire une série de questions. Oui, d'accord, c'est mieux, c'est bien ça. C'est que, oui, vous n'avez pas, par manque de temps, sans doute longuement parlé des mouvements des années 30 et particulièrement de l'Action française. Mais je pense qu'il y a un point central dans l'histoire de ces mouvements et dans l'histoire de l'Action française, c'est qu'il s'agit de mouvements qui sont antilibéraux, qui sont contre le libéralisme. Et contre le libéralisme, aux deux sens du terme, contre le libéralisme économique, et qui glisse la critique du libéralisme économique à celle du libéralisme politique. Et l'Action française a pu être un grand mouvement intellectuel en France, a eu une influence intellectuelle très très importante, y compris chez des intellectuels qui ensuite sont passés à la gauche, comme Blanchot par exemple. Alors si vous voulez, je pense que les affinités avec ce qui se passe actuellement sont tout à fait intéressantes, parce que ce que l'on voit actuellement avec la critique du système et avec la critique du libéralisme ou du néolibéralisme, on voit tout un ensemble de politiques et également d'ailleurs d'intellectuels passer de la critique de gauche du néolibéralisme à une critique beaucoup plus large du libéralisme politique. Je pense par exemple à un auteur comme Michéa, parce qu'il est très typique de ce mouvement, et donc un retour aux fondamentaux de l'Action française, dont Finkielkraut, dans son dernier livre, fait l'éloge avec beaucoup de gêne, parce que l'Action française était antisémite. Donc il essaie il y a 20 pages sur comment est-ce qu'on peut défendre les idéaux de l'Action française, mais comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y avait ces idéaux alors que l'Action française était antisémite. Mais ça, c'est le cas Finkielkraut, c'est un cas tératologique, si je puis dire. Et donc, si vous voulez, je trouve que ce qu'a dit Philippe Pignard est tout à fait intéressant, c'est-à-dire que dans ces périodes, dans les années 30, comme aujourd'hui, on voit des situations où, pour un nombre de plus en plus grand de gens, la différence, l'écart entre ce qui fait le cœur de la droite et ce qui fait le cœur de la gauche ou de l'extrême gauche n'a plus la netteté qu'elle peut avoir dans d'autres époques. Et donc j'aurais beaucoup aimé avoir votre avis là-dessus, et également sur un problème historique que je trouve très intéressant, qui est celui de la mémoire de l'Action française. Est-ce que cette mémoire
s'est maintenu, au fond, de façon inconsciente, si je puis dire, au sein de la droite, ou bien est-ce qu'il y a eu des relais que, personnellement, j'ignorerais à travers des penseurs ou des mouvements plus ou moins souterrains ou peu diffusés et qui, aujourd'hui, reviendraient au premier rang? Oui, moi j'aurais une question sur les trois concepts de manifestation qui ont été définis au début, là. Manifestation, pétition, manifestation, insurrection, manifestation, procession. Je crois avoir compris que ces concepts s'appliquaient aussi bien à gauche qu'à droite. Bon, ça, il faut peut-être que vous le confirmiez ou pas. Et est-ce que c'est bien correct de le faire? Bon. Non. Dans la mesure où, à la fin de votre exposé, vous dites que les manifestations ouvrières ont un rapport à la politique qui n'est pas exactement le même que la droite, justement. Ceci dit, dans les manifestations processions, vous ne trouvez rien d'équivalent à gauche au 30 mai 68. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, par exemple, le 14 juillet 34, je crois, voire à la Libération en France en 45, des choses qui sont de nature. Ma langue a du fourcher, je peux répondre après, mais j'ai bon, voilà, ma langue a du fourcher. Parce que moi j'ai souvenir d'un film sur le 14 juillet, oui. qui était vraiment le style même de la manifestation processionnelle, quoi. Le peuple de gauche vraiment dans la rue, mais calme, etc., etc. Ici. Bonsoir. Moi j'étais très intéressé aussi par cette typologie des manifestations et je me demandais si ce qui faisait la singularité des mobilisations de droite contemporaine, c'était pas précisément la conjonction ou la simultanéité de ces trois modes-là. Je pense notamment dans la période du débat parlementaire autour de la loi. Il y a la journée, la manif pour tous, mais il y a le soir, le printemps français, avec des appels, par exemple, à prendre le Sénat, qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec le mot d'ordre tous au Sénat, avec des tentatives de déstabilisation parlementaire, par exemple le jour du vote définitif de la loi dans l'enceinte de l'Assemblée. Et puis, il y a aussi un autre acteur de ces mobilisations qui est les veilleurs, qui peut-être colle sans doute à la manif procession. Voilà, donc je voulais savoir, est-ce qu'on doit... évidemment, on s'inquiète de ces mobilisations, mais est-ce que notre inquiétude doit revêtir une forme particulière du fait de la convergence de ces trois modes? Comment est-ce que vous percevez ça? Ici à gauche. De l'intérieur. Non, c'est quelqu'un qui disait bonjour. Mais par contre, il y a le monsieur qui demande la parole. Merci. 34 décidément, c'est une année décisive, non parce que ça m'a fait penser, moi qui suis britannique, qui passe pas tout mon temps, évidemment, mais le plus clair de mon temps à Londres, c'est la dernière fois en Angleterre où la droite dure est vraiment pris la rue de façon très sérieuse. C'était ce qu'on appelle la bataille de Cable Street, dans l'est de Londres, où il y avait le mouvement fasciste de Oswald Mosley, qui a été refoulé. Et c'était un raz-de-marée dans l'histoire du mouvement ouvrier britannique, qui a été refoulé parce qu'il voulait défiler dans un quartier à grande prépondérance juive, et ce mouvement a été teinté d'un antisémitisme extrêmement marqué. La bataille de Cable Street, comme on l'a appelé, c'est quand même la dernière fois où la droite dure ait pris la rue de cette façon en Grande-Bretagne. Évidemment, pour des raisons de culture politique extrêmement diverses et compliquées, nous avons une tradition politique beaucoup moins rude qu'ici. Et ça, ce qui n'a rien à voir avec le flingue britannique ou autre sorte de ce genre-là. Mais
Je me demande néanmoins pourquoi il y a cette espèce de ramollissement, si on peut dire, par rapport à ce que vous avez décrit en France. Oui. Petite question. Une question très courte. Qu'est-ce qui. Alors, enfin, déjà, vous nous avez bien expliqué effectivement que les manifestations s'inscrivaient dans une histoire. Mais qu'est-ce qu'elles ont d'original? Parce que j'ai pas eu le sentiment, enfin, moi je ne connais pas bien l'histoire, que dans les années qui ont suivi les manifestations, par exemple en 84, il y a eu autant de réflexions sur tous les mouvements, sur comment expliquer le mouvement de l'année précédente. Or là, il y a quand même une conjonction de travaux, d'analyse, d'études de tous les mouvements qui sont issus de ce mouvement-là. Et qu'est-ce qu'elle a d'inédit du coup de l'année dernière, qu'est-ce qui fait que cette manifestation-là ou ces manifestations-là sont inédites? Bon, c'est bon, c'est pour moi là. Je vais commencer par la typologie parce que c'est. Je commence par la typologie. Je vais être obligée de vous raconter ma vie. Donc, il y a très longtemps, j'ai fait une thèse d'État à l'époque, donc ça fait 100 ans, sur les manifestations de rue de 18 à 68. C'était de mauvaises dates, mais on s'en fout. Et au début de la thèse, j'avais effectivement forgé ces typologies. Donc, alors j'ai mal dû m'exprimer parce qu'en fait, il y en a 4. Hein. Manifestation-procession, c'est la mise en forme du groupe qui se construit vis-à-vis de lui-même. Donc évidemment, je vais plus sur la procession, mais évidemment qu'il y en a à droite et à gauche. Il y a le 1er mai, d'abord à gauche, il y a tout ce que vous évoquiez. Donc c'est évidemment, la procession, c'est tout le monde. Les 14 juillet, vous évoquiez, bien sûr. La manifestation pétition, on s'adresse à un interlocuteur. La manifestation insurrection, on prend l'interlocuteur pour cible. Et puis a surgi brusquement, ça ne collait plus ma typologie, la levée en masse. Donc la levée en masse, c'est quand le pouvoir descend dans la rue pour se défendre lui-même. Et là, effectivement, donc c'est pas une procession. Hein, je n'ai que le 30 mai à vous offrir. À la rigueur, le 12 février 34, mais le pouvoir, il n'est pas là. Hein. C'est au nom du pouvoir, mais le pouvoir, il est de l'autre côté. À la rigueur, je mettrais le 1er mai 2002 dans cette catégorie-là, mais bon, c'est pas tout à fait de même nature. Tout ça pour vous dire que je les ai mis en place. Quand les historiens ou les politistes me citent, en général, ils citent cette typologie. Je ne m'en suis plus jamais servi dans toute la thèse. Je ne dis pas qu'elle m'a servi à rien, ça a dû m'aider à penser, mais après, j'ai quand même écrit 850 pages en m'en servant plus du tout, et jusqu'à oublier que j'avais mis ça en place, à part que quand on me citait, c'est dans l'introduction, c'est normal, on a toujours les introductions qui vont s'arrêter, hein, surtout quand il y a 850 pages, ça décourage. Donc en gros, j'en étais venu à me dire que c'était pas pertinent. Alors, ça m'a aidé à penser. Ça m'a aidé à penser, mais la manifestation de pétition, elle peut basculer à la manifestation d'insurrection. On frappe à la porte de la préfecture, mais la porte ne s'ouvre pas et donc on l'enfonce. C'est pétition ou c'est insurrection. Bon, donc c'était des idéaux types, mais je pense qu'il fallait pas. Curieusement, c'est effectivement avec ce mouvement que brusquement, je me suis dit, mais peut-être. Enfin, je me suis bien les réutilisés. Je ne sais pas ce qui s'est passé, alors ça va peut-être nous ramener à inédit. Mais je crois que c'est vraiment à prendre comme des idéaux types qui peuvent aider à faire des catégories au départ. Mais toute manifestation, elle est tendanciellement à la fois procession, pétition et insurrection. La levée en masse, c'est quand même plus exceptionnel. Bon, ça c'est pour mes typologies. Je suis tout à fait preneur de ce que vous venez de dire. Malheureusement, je vais être obligé de vous citer sans vous citer, et donc ça va être le vol du concept, hein, mais la conjonction des 3 modèles, ça me paraît effectivement très caractéristique de ce qui s'est passé. Et peut-être que justement, ça renvoie à cette absence de lien construit aux politiques qui fait qu'on a une quantité d'acteurs dans la rue. Il y en avait qui étaient dominants et d'autres qui étaient passagers clandestins. Hein, si on parle de printemps français, des passagers clandestins dans un mouvement qui était plus là. Je prends l'expression des politistes, hein, évidemment, quand je dis passagers clandestins. De ce point de vue-là, je
crois que là, c'était effectivement un phénomène assez inédit de voir comment le mouvement s'est auto-développé en se diversifiant, sans qu'il y ait véritablement de régulateur. Alors, il y en avait un quand même, hein, parce que bon, mais qui était l'acteur majeur? Ce qui m'a frappé en lisant le Figaro Magazine à la veille de la première grande manif parisienne, hein, on lit le Figaro Magazine, il est bien fait, j'ai appris plein de choses. Je savais tout sur Brigitte Bardot, je savais tout sur ses potes. Non, mais c'était bien, hein, j'ai appris plein de choses, je ne connaissais pas moi. C'était très utile pour travailler. Quelqu'un qui aurait débarqué à Paris, qui ne savait pas ce qui se passait, qui disait ce numéro, le mot catholique n'apparaît, j'exagère, je dis qu'il n'apparaît jamais, il doit être une ou deux fois dans le numéro. Mais on pouvait totalement ignorer qui était l'acteur central. Alors je sais bien qu'il l'avait construit pour ça, mais il ne suffit pas de construire un mouvement pour ça pour que ça marche. Donc oui, je pense que c'est un des éléments inédits, ça m'a peut-être amené à... Je garde le plus dur pour la fin, hein, je contourne habilement la difficulté. Faites attention aux effets de loupe, hein. On est dans le mouvement, donc effectivement, quand on est dans le mouvement, on lit ce qui se produit, ce qui est dessus, il y a beaucoup de choses. Je vais peut-être faire un tout petit peu d'historiographie, parce que bon, ça élargira. On s'est très longtemps pas intéressé aux manifestations. Je me suis très longtemps pas intéressé aux manifestations. J'ai longtemps travaillé sur l'histoire politique un peu plus hard, hein, les organisations, les idéologies. Bon. Dans les années 86-87, on est 3 ou 4 à se mettre à commencer une thèse dans des disciplines différentes, ethnologie, sociologie politique, histoire. On se met tous à faire des thèses sur les manifestations, on ne se connaît pas. Hein. On ne se connaît pas, il faut un colloque de Sciences Po à la fin des années 80 pour qu'on se retrouve réunis et qu'on s'aperçoive qu'on est en train de travailler sur les mêmes choses, heureusement pas de la même manière, donc c'est pas trop grave, pas sur les mêmes périodes, donc c'est pas trop grave. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, 86, 87, 88, on se met à travailler sur la manifestation, c'est-à-dire sur des formes non institutionnelles du politique? Parce que la politique avec laquelle on avait vécu commençait à être mise à mal, qu'on ne s'y reconnaissait plus, qu'il y avait 84. Et donc cet intérêt la sociologie de mobilisation collective, hein, qui se développe d'abord aux États-Unis puis qui gagne la France, elle est née aux États-Unis après les mouvements contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques, et puis elle se constitue comme discipline fin des années 70 et des années 80. C'est-à-dire que c'est quand même dans un... Vous parliez de la dimension, je suis pas compétente sur l'Angleterre, mais c'est vrai qu'il y a aussi... il y a une histoire internationale des manifestations dans la mesure où il y a quand même, c'est pas partout la même chose, c'est pas partout les mêmes effets, mais il y a des moments manifestants à l'échelle de la planète qui ne touchent pas tous les pays à la fois et qui correspondent à des phases de remise en cause du politique dans les formes préexistantes et qui amènent un certain nombre de chercheurs, de journalistes, de politistes, de tout ce que vous voulez, à travailler la question. Donc j'aurais tendance à dire qu'à partir des années 90, le moindre mouvement social qui se développait sur le terrain, dans la rue ou pas dans la rue, trouvait immédiatement son analyste en sciences politiques plus qu'en histoire, pour des raisons qui nous dépasseraient. Mais croyez-moi, je crois qu'il y en a absolument autant sur les autres. Simplement, ils sont souvent un peu éphémères, hein, en termes de durée de vie. Bon, je ne sais pas, il faudrait compter. Hein. Mais il s'est passé quelque chose, il y a eu une rupture dans les formes du politique à la fin des années 80, et ça amène... je veux dire, moi, si on m'avait dit... aussi, je vais me voir... Je crois que c'était en... Ça devait être en 86, quelqu'un m'avait dit tu nous fais un exposé, tu nous fais une conférence, je sais pas, sur le Front populaire comme mouvement social. J'avais pris ça comme une insulte personnelle. Je trouvais que j'étais suffisamment majeur pour qu'on me demande de parler de la stratégie de Front populaire. Front populaire comme mouvement social, je trouvais ça un peu supplément d'âme, quoi. Bon, ben, 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard, parce que la découverte me l'a demandé, avec des collègues, on a fait une histoire des mouvements sociaux. Voilà,
la politique connaît un mouvement de bouleversement majeur et ça s'inscrit là-dedans. Alors, commence par le début qui est évidemment plus compliqué. Dans les journaux, je me suis retrouvée historienne de la droite ces derniers temps. C'est très perturbant, hein, parce que je ne suis pas une historienne de la droite. Je ne vais pas dire que je ne la connaissais pas, mais je connais très mal. Hein. Enfin, oui, j'étais une historienne du Parti communiste dans une autre ville, quand je vous ai dit que j'avais commencé par une histoire bien carrée, mais je n'ai jamais été historienne de la droite. Donc je sais qu'il y a des travaux tout à fait importants sur l'action française que j'aurais dû lire et que je n'ai pas lu. Donc j'ai été très intéressée par votre intervention, mais malheureusement je souscris totalement à ce que vous avez dit, hein, mais j'y souscris comme quelqu'un qui lit un peu et qui écoute un peu, mais je ne suis pas une historienne de la droite. C'est assez perturbant quand on s'est cru une historienne du mouvement ouvrier de se retrouver brusquement historienne de la droite, parce que l'objet a basculé, ça se fait un peu bizarre. Hein. Bon. Mais la question, donc je suis d'accord avec votre intervention, mais je n'ai rien à ajouter. Par contre, des éléments sur... moi, je retiens dans ce que vous avez dit, dans les deux premières interventions, la place des intellectuels de droite. Et c'est vrai que, parce qu'on est dépendant du mode d'émergence ou du mode d'affirmation de composantes politiques. En ce moment, on est en train de parler de la droite dans la rue. Personne, enfin, même si elle y était, on n'aurait pas parlé avant parce que ça paraissait un épiphénomène, alors que les intellectuels de droite, oui, c'était quelque chose de majeur, et c'est des intellectuels parmi les plus grands. Enfin, ils ont produit un certain nombre d'effets. Donc ça peut être intéressant aussi de se demander, mais ça passe aussi par les formes de recomposition du politique. Pourquoi cette droite a su produire des intellectuels, des philosophes, des écrivains? On ne peut pas être d'accord sur le style de Drieux-La Rochelle. Je pourrais ajouter Céline. Donc pourquoi est-ce qu'on a eu... On a une droite intellectuelle dans ce pays. Je ne suis pas sûre que c'est pas ce qui la caractérise en ce moment. On a une droite, on a des droites qui sont au moins autant à la recherche d'elles-mêmes aujourd'hui et de leur forme d'action par rapport à ce qu'elles ont pu être, par rapport à des formes hégémoniques qui ont été les leurs, que les gauches ou la gauche, dans des formes très différentes. Alors, je n'élude pas la question droite-gauche. Oui, je crois qu'il y a... Vous avez remarqué que le terme droite, il ne me va pas, puis le terme de gauche, il ne me va pas. Pas dans la vie en général, hein, mais les deux termes sont constamment inadéquats à mon objet. Et pourquoi est-ce que les deux termes sont constamment inadéquats à mon objet? C'est parce que quand il y a des grands mouvements dans la rue, c'est précisément dans des moments où les formes classiques du politique entrent en crise, qui peuvent être une crise très courte. Il n'y a pas d'adéquation à une indication, une revendication, une crise, et puis le système politique existant. Et donc, ça induit la constitution de comités, de collectifs, de ce que vous voulez, et c'est souvent dans un pays comme le nôtre, ça induit des mouvements dans la rue. Et donc, c'est précisément des moments où, parce que les formes classiques du politique ne fonctionnent pas, les concepts de droite-gauche, qui en tout état de cause sont à redéfinir à chaque fois, fonctionnent très mal aussi, parce que j'ai toujours des mouvements qui sont à la charnière, qui ne sont pas à leur place. Bon, les syndicats, d'accord, mais des syndicats qui interviennent dans le politique. Donc, c'est des moments où on a besoin de réinventer les formes et par là même de réinventer les mots. Et donc, à chaque fois, je suis obligée de dire, je dis droite, mais quand je dis droite, je dis gauche. En fait, je devrais dire simplement, je dis gauche quand même, parce qu'à un moment donné, il faut quand même... Donc oui, dans des moments où il y a perturbation, où il y a dysfonctionnement, où il y a restructuration, où il y a recherche de restructuration, c'est assez normal que ce soit des moments où on trouve, je pense que c'est sur les marges à chaque fois, hein, mais on trouve ces phénomènes de confusion, qui ne donnent jamais la fusion, mais des phénomènes de confusion où des forces ne se reconnaissant pas dans les formes classiques du politique et disant le problème n'est pas là, le problème c'est effectivement le libéralisme ou antilibéralisme. Moi je suis tout à fait d'accord sur votre clivage. Donc redéfinissons la ligne de front et par là même redéfinissons les alliés. Et si on redéfinit les alliés, on peut effectivement se trouver au coude à coude, ou on peut se trouver dans une réflexion, c'est le cas de c'est les mouvements des années... Bon, les fameux non-conformistes des années 30, à Blanchot, tout à fait d'accord, se retrouver au coude à coude ou autour d'une table à réfléchir avec des forces qui, idéologiquement, auraient été placées de l'autre côté dans des périodes de plus grande stabilité.
Donc c'est fait. Le 6 février 34, partons de là, parce que, oui, le 6 février 34, donc les organisations qui sont dans la rue sont de 4 types. L'Action française appartient à une génération de l'avant-guerre, de 14. L'élite d'anciens combattants, dans leur diversité. La Fédération nationale des combattants, qui est une association que je qualifierais de socio-professionnelle. C'est elle qui rembousse ce chemin. Elle, c'est vraiment contre les scandales qui détournent le régime, elle n'est pas contre le régime. Donc, ils se séparent dans la nuit. Et la RAC. La RAC, qui est l'Association républicaine des anciens combattants, fondée par Barbus, les vaillants couturiers, liés au Parti communiste, qui ne descend pas dans la rue sur les mêmes bases, qui descend dans la rue parce que il s'agit de combattre l'impérialisme. On est dans la période où le Parti communiste participe de la théorie du social-fascisme. Donc, le fascisme perçu comme forme ultime du capitalisme en crise, qui ne parvenant plus à gouverner par les formes classiques, etc. etc. Et il s'agit d'arracher aux anciens combattants de droite la colère des anciens combattants et de les entraîner dans une lutte anti-impérialiste. Le rapport de force, il est de 1 à 1000. Ils sont balayés par l'histoire, et de toute façon, au bout de 2 heures, on sait une manifestation de nuit, personne ne maîtrise plus rien, et donc dans les rapports, dans la commission d'enquête parlementaire, on dit nous avons entendu dans la nuit l'internationale, la Marseillaise, tout ça coupé, personne ne maîtrisait plus rien. Donc il y a de la fraternisation entre des individus, c'est même plus entre des organisations, parce qu'aucune organisation, c'est le rapport de la commission d'enquête parlementaire, hein, c'est pas moi qui... Personne ne maîtrise plus rien. Dans la nuit, au sein du bureau politique, puis dans les jours qui suivent au sein du comité central, il y a des débats extrêmement violents sur fallait-il y être, fallait-il pas y être. Et ça amorce le retournement qui débouchera un tout petit peu plus tard sur la rupture avec la théorie du social-fascisme. On pourrait dire, un journaliste m'a dit, mais c'est la même chose, jour de colère, c'était les copains de Dieudonné, et puis ceux qui les tueraient quelques mètres plus loin s'ils les croisaient au coin de la rue, ce qui n'est pas faux. Confusion, oui, j'ai essayé de m'en expliquer. Mais il me semble que, d'une certaine manière, la RAC, le 6 février 34, elle est là sur l'effet de ce que j'appellerais une surpolitisation, une suridéologisation. On pousse la théorie jusqu'à son terme et donc on y va. Je ne pense pas que les approches théoriques, mais peut-être que je me trompe, qui ont présidé à la confusion de jours de colère soient de même nature. Je crois qu'on a quand même des effets de difficulté à s'inscrire en politique. Alors, d'une certaine manière, la suffragée, c'est des militants qui sont particulièrement politisés qui sont là. Hein. Et le débat, il a lieu au plus haut niveau, après la direction du Parti communiste, sur de l'idéologie. Mais oui, à d'autres lieux, bien sûr, quand je dis la droite n'a pas construit sa geste, la gauche a adopté les misérables. Hein. Victor Hugo n'est pas de droite et pas de gauche. Victor Hugo, c'est Victor Hugo. Mais la gauche a adopté les misérables, la gauche a adopté Gavroche, la gauche a adopté la barricade, la gauche a adopté Delacroix, la gauche a adopté la liberté du grand peuple. C'était de l'avant, tout ça. La droite aurait aussi bien pu les adopter, je veux dire, pour faire autre chose. La description du 6 février par Drieux La Rochelle, c'est quand même un très 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 beau texte. En tout cas, on peut être en désaccord sur le style, mais c'est une description épique de ce qu'est la manifestation. Je veux dire, quand Marx écrit qu'il montait à l'assaut du ciel, Drieux La Rochelle écrit la même chose pour ses militants du 6 février, ceux qu'il appelle les révolutionnaires de droite. Et effectivement, dans Gilles, Drieux La Rochelle, on appelle et il exprime l'espoir de ces révolutionnaires de droite qui ont cru rencontrer dans la rue des révolutionnaires de gauche et qui ont quelque chose à faire en commun. Et quand le 6 février 34 se termine à court terme par le retour au pouvoir de la droite classique, Doumergue, les révolutionnaires de droite s'estiment trahis. Donc on parle de la trahison de la droite classique. Donc oui, il y a bien ces phénomènes de rencontres qui sont, me semble-t-il, de part et d'autre des phénomènes très marginaux, mais qu'on retrouverait, je suis assez d'accord, dans des périodes de grande déstabilisation. On arrête parce qu'il y a un Juste encore une ou deux questions et puis
va effectivement conclure. Bon, je voulais faire une remarque et j'avais une question en fait. Donc remarque, est-ce que la droite est anti-libérale? Peut-être, mais cela dit, j'entends pas un discours anticapitaliste dans la mesure où il y aurait une remise en question, par exemple, de la propriété privée des moyens de production, de la logique de profit, un discours de lutte des classes, à proprement parler. Et j'ai envie de dire que c'est ce qui fait aujourd'hui la différence, l'une des grandes différences quand même entre la gauche et la droite, entre une gauche qui pourtant partage une redistribution des richesses qui sont créées par les travailleurs, et une droite qui instrumentalise les mouvements radicaux pour diviser les travailleurs entre eux. Donc voilà, j'étais un petit peu choqué en fait par le discours sur l'Action française qui dirait qu'elle serait finalement sur la même ligne que la gauche radicale. Donc c'était une remarque. Après j'avais une question, donc c'était par rapport plus au traitement médiatique qui est fait entre les mouvements de protestation de la gauche et notamment des couches populaires qui seraient issues de l'immigration, par exemple, où il y aurait une hypertrophie des traitements médiatiques dès lors qu'ils sont contestataires et parfois violents. Et il y a un étouffement des traitements médiatiques qui serait fait lorsqu'il y aurait des dérapages à droite ou à l'extrême droite quand ils sortent dans la rue. Par exemple, jour de colère, il y a eu des dérapages violents. Mais très rapidement, les médias un certain nombre de médias ont occulté effectivement les dérapages violents qu'il y a eu lors de ces manifestations. Alors, lorsqu'il y a des dérapages des couches populaires qui sont issues de l'immigration, là tout de suite il y a une hypertrophie des médias et ça dure pendant des jours et des jours et des jours. Donc je voulais avoir votre sentiment, votre analyse là-dessus par rapport médias et dérapages lors de ces manifestations à droite et à l'extrême. Je voudrais dire un mot puisque vous avez passer le micro. dit quelque chose sur ma courte intervention. C'est que quand on regarde ce qui s'est passé dans les années 30 et qui présente des analogies avec ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que dans les années 30, vous avez deux formes de critique sociale et deux formes de critique du libéralisme et deux formes de critique du capitalisme. Vous avez bien sûr d'abord il y a un fait, si vous voulez, c'est que à peu près tout le monde, à part les libéraux, reconnaissent qu'une société, c'est un État-nation divisé en classes. Donc c'est ça la définition d'une société. Mais vous avez des courants révolutionnaires qui vont critiquer le capitalisme de la façon dont vous venez de le faire et qui vont considérer que la division entre classes conduit à la lutte des classes, qu'il n'y a pas de réconciliation possible entre le prolétariat et les détenteurs des moyens de production. Et puis vous avez d'autres courants qui sont très importants dans ces années-là et qui vont inspirer les mouvements fascisants et qui considèrent qu'il y a un mauvais capitalisme, qui est le capitalisme international, lié évidemment à l'antisémitisme, puisque ce capitalisme international est dominé par les juifs et par les Américains, c'est le début de l'anti-américanisme, et que vous avez qu'il faut lutter donc contre ce capitalisme international qui corrompt le peuple, mais qu'il y a une autre forme de relation entre ça ne sera pas le prolétariat, mais il y a une autre mode d'organisation du peuple qui consiste à revenir au corporatisme. Vous avez de nombreux mouvements qui sont en faveur du corporatisme et à refaire un lien organique entre les patrons de petites entreprises et les gens qui travaillent dans ces petites entreprises, sur le modèle d'un lien familial, d'un lien personnel et de redistribution. Et ces mouvements vont donc être contre la société anonyme, vont critiquer très violemment les sociétés anonymes, la bourse,
la finance, les grandes firmes, le début des grandes firmes mondiales et internationales, mais en faveur d'un capitalisme national, si je puis dire, on est d'accord. et d'une alliance. Et donc c'est une forme d'anticapitalisme. Ce sont des mouvements qui se déclarent. Évidemment, vous avez des conflits extrêmement forts entre les marxistes et les membres de ces mouvements, mais vous pouvez avoir des alliances à certains moments entre des gens qui vont être sensibles à ces deux types de critiques du capitalisme contre le libéralisme. Alors je ne vais pas prendre la parole bien longtemps, mais je rappellerai qu'il y a eu un sondage publié dans Le Monde au mois de janvier sur en qui avez-vous confiance. Eh bien, dans ce sondage, on voyait que la défiance, une défiance très très forte se portait sur les grandes firmes internationales et que par contre, une confiance très grande se portait vers les petites et moyennes entreprises. Et d'ailleurs vers l'armée et la police, soit dit entre parenthèses. Ce qui montre l'état de glissement à droite dans lequel est notre société. Une dernière intervention. Merci. Je voulais juste sur deux choses. Vous avez dit une chose qui me paraît très éclairante, c'est-à-dire que dans le mouvement des années 30, en France mais aussi ailleurs, il y avait une continuité presque physique, enfin physique, mais pas presque, physique, assurée par les anciens combattants de la guerre de 14. Bon, si on regarde dans les mouvements actuels, et quand je dis actuels, c'est pas simplement les mouvements en France, mais il y a des mouvements de droite et réactionnaires et des manifestations, sans doute pas à la même échelle, mais il y en a ailleurs, il y en a aux États-Unis, il y en a dans d'autres pays européens, etc. Enfin bon, l'Europe en est traversée. On ne peut pas dire que ce soit les anciens combattants, évidemment. Pour la France, c'est pas le nostalgique de l'Algérie française, parce qu'ils sont un peu vieux maintenant, etc., etc. Donc, il y a quand même une continuité quelque part. Vous avez été surprise, dites-vous, par la résurrection de l'action française, mais moi, je vois une continuité, je ne sais pas si j'ai raison, mais je vois une continuité, l'Église. L'Église est une très forte colonne vertébrale de tout ça, et on l'avait peut-être un peu oubliée, enfin bon, mais elle est très active. Et les corbeaux en soutane qui étaient à la manifestation Jour de colère, et puis ceux qui sont en civil dans les autres grandes manifestations, jouent un rôle de structuration idéologique, et pas simplement idéologique, parce que faire sortir les gens des paroisses, venir particulièrement en province, ça joue un grand rôle. Bon, ça c'est la première chose, mais ça veut dire que du point de vue idéologique, du point de vue de l'identification de l'adversaire, de l'ennemi, il faut bien parler comme ça, un peu archéo, il y a cette dimension-là qui est très très forte. Très très forte. Et alors j'y vois une deuxième actualité, c'est que il y a un facteur commun entre les années 30 et maintenant, je suis un peu étonné que vous ne l'ayez pas mentionné, mais bon, je crois que c'est évident pour vous, c'est la crise. La crise, elle avait frappé d'une autre façon dans les années 30 par rapport à aujourd'hui, mais d'une certaine façon, avec ce rôle de l'Église, avec quand même un certain pont, une passerelle en tout cas, même si ce n'est pas un grand pont, une passerelle entre ces mobilisations de droite et une droite politique en recomposition, certes fragmentée, mais en recomposition. Il y a quand même des passerelles avec l'UMP, avec des tas d'autres gens en France, et il y en a ailleurs dans d'autres pays qui existent. Mais l'affaire de la crise a une certaine importance parce que toute cette mobilisation-là, je crois, peut aussi être analysée, vue et interprétée à la lumière du fait que tout se passe comme si, dans un contexte de crise prolongée, parce qu'elle est prolongée, il y avait besoin de la part de ceux qui sont contre le mouvement ouvrier, au sens général du terme, contre les gens qui défendent la sécurité sociale, contre les gens qui défendent les dépenses publiques en France, etc., etc., il y avait besoin d'un repère et de balises, et ces repères et ces balises, on les trouve quand même globalement du côté des valeurs de la famille, etc., etc., c'est-à-dire quand même des valeurs de l'Église au sens pas des gens catholiques qui peuvent être de gauche, mais de l'Église au sens d'un système de valeurs dans lequel la société est représentée d'une certaine façon. Donc, si j'ai pas tort, mais j'en suis pas sûr, si j'ai pas tort, ça veut dire que l'avenir, il est fait de ça. Il est fait de ça.
ça ne va pas être simplement une discussion idéologique où il va y avoir des gens qui vont se retrouver de temps à autre dans des colloques ou des séminaires, ce qu'il faut, d'ailleurs, c'est pas le problème, mais ça va être un tout petit peu plus ardu que ça, très probablement. Voilà. Oui, oui. De conclusion. Je vais essayer. Hein. Vous n'avez pas le micro? Non, il y en a. Dans l'Église comme continuité, c'est le fil directeur de mon livre, hein, simplement comme je ne l'ai pas présenté, ça tient au caractère haché de mon intervention, mais évidemment, c'est mon fil directeur. Simplement, ça n'oblitère pas forcément la notion de discontinuité en termes de transmission de la mémoire, dans la mesure où on a l'Église et ses valeurs comme continuité, mais que les formes organiques d'émergence des manifestations, c'était mon objet, ont toujours été différentes. C'est la Fédération nationale catholique en 24-25, c'est l'école libre en 84, c'est des trucs surgis pas tout à fait de nulle part, mais qui se donnent des allures de surgir de nulle part cette fois-ci, et qui par conséquent n'assument pas organiquement les manifestations antérieures. Donc c'est pas du tout incompatible. Hein. Donc oui, continuité, dans la mesure où c'est quand même la force qui historiquement s'est appropriée l'espace public la première via la procession, qui devient une manifestation quand elle est interdite. Mais par ailleurs, il y a une discontinuité organique des formes militantes à droite de l'Église qui participent de la non-transmission de la mémoire. C'était tout ce que je voulais dire. La crise, bien sûr. Avec toutefois une remarque, ça ne me rend pas plus optimiste pour autant. Mais enfin, il me semble que vous n'êtes pas en désaccord vu la fin de votre intervention. Dans les années 30, ce n'est pas la crise économique qui, à elle seule, produit la mobilisation et la contre-mobilisation. La crise économique, elle est là en 30, et de 30 à 34, il ne se passe rien en France. Je force un peu. Mais il ne se passe presque rien. Ni sur le terrain des grèves, ni sur le terrain des manifestations. Le peu de mobilisation qui se produit, il est plutôt à la droite de l'échiquier politique, et c'est des phénomènes relativement ténus. Donc la crise économique en elle-même, et on l'a bien vu en France, on y a tous cru, au fait que la crise radicalisait les masses, etc. Ça ne s'est pas passé comme ça. En 30, ils y croyaient vraiment parce qu'ils n'avaient pas l'expérience. Nous, on avait l'expérience des années 30. La crise économique n'est pas en elle-même un facteur de radicalisation, elle est un facteur de démobilisation, pour des raisons que vous connaissez bien, de l'emploi aujourd'hui, qui joue beaucoup plus fortement dans la crise des années 30, s'agissant de la France. À quel moment est-ce que la mobilisation s'opère en France? C'est quand il y a un élément politique, l'affaire Stavisky, qui, sur un problème, ça s'est déjà passé dans des scandales politico-financiers, ça n'est pas avec la crise, il y en a eu d'autres. Mais brusquement, ce scandale politico-financier radicalise une fraction des droites extrêmes qui ne sont pas les mêmes que les droites extrêmes d'aujourd'hui. Et la contre-mobilisation de masse qui débouchera avec l'état de médiation sur le Front populaire, elle s'opère d'abord sur la question de la défense de la République et des institutions menacées par le fascisme. Et d'une certaine manière, c'est ça qu'il faut qu'on essaye de penser aujourd'hui. Il n'y a pas de lien direct entre la crise, le scandale Cahuzac, c'est pas le scandale Cahuzac qui produit... là, on aurait été un petit peu dans il se trouve que dans un climat... Mais crise, c'est un mot valise. Depuis 73, on parle de crise. C'est toujours vrai, depuis 73, mais ça a désigné des dizaines de choses différentes sur un fond global de remise en cause de l'État social tel qu'il s'était construit, et ça à l'échelle mondiale. En fait, des États sociaux surgit de la période des années 30-45. Et dans ce contexte-là, il y a un phénomène de crise du politique qui me paraît plus profond. Enfin, le sondage du monde terrifiant, celui que vous évoquez, tout à fait terrifiant, qui amène à des phénomènes de mobilisation. Et bien évidemment, dans ces mobilisations, il y a des circulations. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de circulation, il y a des individus qui circulent, il y a des groupements qui circulent. Organiquement, on ne peut pas considérer que l'UMP a été à l'origine de la manif pour tous, et c'est compliqué. Les rapports entre la droite parlementaire et ce mouvement ne sont pas inexistants, mais sont compliqués. Donc, crise, bien sûr, mais qu'est-ce qui entre en crise dans la crise? Voilà. Et qu'est-ce qui entre en crise dans la crise? C'est pas la même chose dans les années 30 et aujourd'hui, et ça ne produit pas les mêmes facteurs de mobilisation, mais ça nous fait rentrer dans des phases de recomposition. Je n'ai pas de fin plus optimiste à vous offrir pour le moment.
Applaudissements